8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP. Bienvenue à vous et bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. À l'avant-veille du premier tour du scrutin régional, le taux d'abstention annoncé est vertigineux. Est-ce que ce sera un ou le fait politique majeur ? Alors ce sera assurément un des enseignements importants de ce scrutin. Bon, hélas, un peu comme dans tous les scrutins, on le commentera 5 ou 10 minutes en début de soirée. Et puis ensuite, de manière assez légitime, on commentera et on s'attardera sur les rapports de force, les performances de telle ou telle tête d'affiche dans leurs régions respectives. Mais ce taux d'abstention nous dit quand même, risque de nous dire beaucoup de choses sur le rapport des Français à la politique. D'après les derniers chiffres de l'IFOP, on estime la participation à 40%, c'est-à-dire en retrait de près de 10 points par rapport au dernier scrutin régional de 2015. Et on rappelle qu'au début, lors de la première élection régionale, en 1986, on était encore sur des taux de participation de l'ordre de 65 à 70%. Donc on mesure en une quarantaine d'années le recul opéré. Alors on a des tendances de fond, tout ça ne date pas de 3 à 4 ans, bien évidemment, mais qui se sont sans doute accélérées sous ce quinquennat. Alors lesquelles ? Parce que vous dites ça vient de loin, mais il y a une accélération. Est-ce que Jérôme Fourquet, de plus en plus de citoyens estiment par exemple que les alternances successives ne changent rien, que les politiques, qui le pensent à tort ou à raison, n'ont plus parfois les manettes ? Alors je pense que c'est là le ressort principal de cette abstention. Nous on le voit bien, et les candidats qui font campagne souvent se voient rétorquer si vous ne pouvez rien pour moi, eh bien moi je ne peux rien pour vous, donc je n'irai pas voter dimanche. Donc c'est cette idée, comme vous l'indiquiez, que le politique n'aurait plus les manettes ou n'aurait plus la capacité à transformer ou à changer les vies de nos concitoyens. Donc ça c'est si vous voulez, l'ingrédient de base qui s'est installé depuis toute une longue période. À cela s'ajoutent d'autres phénomènes peut-être plus récents, liés à la période actuelle ou plus contemporaine. L'avènement d'Emmanuel Macron et la mise en place progressive de ce qu'on a appelé le nouveau monde ou le nouveau paysage politique brouille encore un peu plus les repères qui restaient, les clivages. Et historiquement, les régionales, qui sont des élections qu'on qualifie d'intermédiaires en sciences politiques, avaient une fonction première qui était de désigner des exécutifs régionaux, mais il y avait aussi une dimension très nationale. Et souvent, c'était une occasion qui était saisie par une partie des électeurs pour envoyer un message, souvent une claque. Alors soit au sortant, soit au pouvoir en place au niveau national. Mais vous voulez dire que là, il n'y aura pas de lecture nationale de ce scrutin régional ? Alors il y aura une lecture nationale, mais historiquement, elle s'inscrivait dans un balancier gauche-droite, et donc le parti qui était au pouvoir au niveau national était sanctionné dans les élections locales. Et donc ça nourrissait une forme de participation, souvent de l'opposition, pour aller manifester son mécontentement. Là aujourd'hui, le pouvoir en place au niveau national, la République en marche, ne dispose d'aucun sortant dans les régions. Et donc ce levier, ce mécanisme qui était assez utile pour susciter de la participation, ne va pas fonctionner. C'est intéressant, Jérôme Fourquet. Il y a aussi, est-ce qu'on peut dire que l'abstention aux élections locales confirme aussi que c'est d'abord et surtout le scrutin présidentiel qui compte ? Et vous le dites avec une phrase éloquente, qu'on comprend facilement, c'est le syndrome « allez me chercher le patron », dites-vous. Alors oui, c'est une autre tendance qui s'est développée ces dernières années, notamment sous ce dernier quinquennat, le fait que de plus en plus, la logique très présidentielle de nos institutions apparaissent. Et donc, les Français prennent acte de cette situation et disent, bon, en fait, il n'y a qu'une élection clé, une élection reine, c'est la présidentielle, de là, tout découle. Et quand je dis que ça s'est accentué sous ce dernier quinquennat, notamment par, j'allais dire, un peu la force des choses et la nature des événements, qu'il s'agisse de la crise des Gilets jaunes ou de la pandémie, on a bien vu que toutes les décisions remontaient à l'Élysée, avec ce fameux Conseil de défense, et vous avez fait des émissions où 65 millions de Français attendaient la décision d'un seul homme pour savoir si on allait être confiné ou déconfiné. Et dans ce contexte-là, tout ça a renforcé l'idée qui était déjà assez ancrée de par nos institutions que la présidentielle est l'élection reine, et que de là, tout va ensuite découler. Même si on voulait faire un petit clin d'œil sur l'actualité récente, on a vu par exemple que c'était l'exécutif qui avait donné
autorisation pour qu'un match de tennis puisse se poursuivre. Et donc tout ça nourrit cette idée qu'il y a une clé de voûte et que tout dépend du reste. Et donc la lisibilité des collectivités locales, parce qu'on parle des régions, mais il y a un grand absent, ce sont les départements qui sont passés complètement à l'as, alors même qu'on a vu dans la crise du Covid que ces collectivités locales avaient un rôle tout à fait essentiel. Et elles ont tenu. Il y a des régions comme la région PACA, les Hauts-de-France et d'autres qui vont être particulièrement scrutées, notamment pour le score du Rassemblement national. Combien de régions sont véritablement à portée de main, Jérôme Fourquet, du parti de Marine Le Pen? Alors il faut être assez prudent parce que c'est toujours un peu compliqué. Tout dépend quand même beaucoup à la fois du taux de participation qui va faire varier les rapports de force, et puis aussi, ce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, à l'heure où on se parle, c'est de la configuration du second tour. Est-ce qu'on sera sur des dispositifs de front républicain, avec des listes qui se retirent pour faire barrage, comme on dit, au Rassemblement national, ou non? Avec les éléments dont on dispose actuellement, les probabilités de victoire pour le Rassemblement national les plus fortes sont en PACA, autour de la candidature de Thierry Mariani. D'autres régions seront à observer, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France, avec, on rappelle quand même, aux dernières élections régionales en 2015, des très bons scores pour le Rassemblement national, alors le Front national à l'époque, au premier tour, mais qui ne s'étaient pas concrétisés. Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, avaient fait plus de 40% respectivement dans leur région au premier tour, sans pouvoir l'emporter au deuxième. Quel est l'effet de la stratégie anti-Rassemblement national de l'exécutif et de la majorité qui tente, on l'a bien entendu, de rediaboliser le parti de Marine Le Pen en affirmant que c'est Marine la peste, en parlant de marque satanique? Il y a aussi Éric Dupond-Moretti qui boxe, parfois certains le disent, dans le vide. Quel est l'effet de cette stratégie aujourd'hui? Écoutez, je pense que l'effet est assez limité, puisque c'est une recette qui a déjà été utilisée par d'autres depuis près de 40 ans maintenant. Elle est éculée, c'est ce que vous nous dites. Et elle montre ses limites, c'est-à-dire que ça n'a pas empêché la progression du Front National. Après, pour essayer d'être équilibré, objectif, je pense que ça a quand même une vertu, pour ceux qui défendent cette stratégie, c'est essayer d'entretenir encore un peu cette digue, et essayer de faire en sorte, alors ça se verra pas au premier tour, mais qu'au deuxième tour, éventuellement... Mais est-ce qu'on peut encore parler d'une digue, Jérôme Fourquet? Est-ce que le Front républicain, est-ce qu'il est mort? Ou est-ce qu'il va ressusciter? Et sous une nouvelle forme, d'ailleurs assez technique, on l'entend, sans retrait pur et simple d'une liste, mais avec des ajouts sur d'autres listes pour ne pas que des personnes soient balayées pendant 6 ans. Historiquement, le Front républicain se caractérisait ou se matérialisait par des retraits de listes. Là, on parle éventuellement de fusion, tout ça reste à voir. Donc on aura la confirmation de l'état de survie ou non de ce Front républicain mardi soir, quand le dépôt des listes sera officiel. On verra la stratégie. Il faut quand même rappeler que dans certaines régions, je pense notamment aux Hauts-de-France ou à PACA, la gauche avait pratiqué ce désistement républicain la dernière fois, ce qui avait eu comme effet mécanique de réduire à zéro le nombre d'élus régionaux de la gauche dans ces régions. Est-ce que ces partis sont encore prêts à jouer le jeu dans ces régions pour une mandature supplémentaire? Parce que tout dans ça votre participe. question, il y a quand même une réponse. Être totalement balayé, c'est une vraie... Est-ce qu'on va vivre, Jérôme Fourquet, la dernière étape de la recomposition, ou plutôt de la décomposition politique démarrée en 2017 ? Alors je cite souvent une phrase d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, c'est un lapsus qui fait très bien. Premier ministre, qui disait la poutre travaille encore. Oui. Et donc on est dans la poursuite de ce processus de recomposition. On a vu ce qui s'était passé en PACA, avec ce rapprochement d'une partie d'En Marche avec la droite. Et bien évidemment, des résultats des régionales dépendront la suite des événements. Par exemple, à droite, est-ce qu'un leader, j'allais dire naturel, se dégage ou pas d'une victoire de la droite au régional? En cas de victoire du Rassemblement national en PACA, il y aurait une pression énorme sur la droite. Une partie sera tentée de rejoindre ce Rassemblement national, d'autres La République en marche. Et pour la gauche, idem. On regardera dans les régions où il y a des derbies qui des socialistes ou des écologistes est en tête de la gauche. Et tout ça aura des incidences sur la poursuite du processus électoral pour la présidentielle. La droite, justement, elle va attendre jusqu'à l'automne pour vraiment se ranger derrière un candidat. Et il y a eu cette proposition de commande, d'enquête pour connaître ou déterminer le mieux ou la mieux placée en vue de 2022. Drôle de méthode, quand même. Monsieur le sondeur, drôle de méthode. Pour parler, sachant que l'enquête a été commandée à l'IFOP. Donc,
on est là sur un processus on a appelé de départage, puisque la primaire a laissé de cuisants souvenirs à la droite. On s'en souvient avec des blessures internes qui étaient très vives. Et en l'absence d'un candidat naturel, les stratèges de la droite ont estimé que c'était la moins mauvaise des solutions. On verra si, comme en 2004, au moment des régionales, pour la gauche à l'époque, une candidate avait émergé, c'était Ségolène Royal qui avait battu Jean-Pierre Raffarin dans la région de Poitou-Charentes à l'époque, et s'était imposée aux yeux de l'opinion de gauche comme étant la figure naturelle pour 2017. Est-ce que un tel scénario se produira? On aura la réponse assez prochainement. Il y a aussi une ombre que certains pensaient qu'elle allait davantage peser sur Marine Le Pen, mais à l'aune de votre enquête récemment, elle pèse davantage sur la droite. C'est celle d'une éventuelle candidature d'Éric Zemmour. Apparemment, elle ferait plus de tort à la droite. Alors, le sondage qu'on a réalisé pour Le Point crédite Éric Zemmour s'il se présentait de 5,5% des voix pour la présidentielle au premier tour. Donc c'est un score en demi-teinte, c'est-à-dire déjà une belle performance pour quelqu'un qui n'est pas du sérail politique. C'est pas donné à tout le monde de rentrer comme ça à ce niveau-là. Autre élément de contexte, dans un paysage archipélisé à 5,5%, il se situe au niveau d'Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo, ce qui est pas rien non plus. Mais ce qui n'est pas flamboyant non plus. Ce qui n'est pas non plus flamboyant, donc ça laisse ouvert toutes les spéculations sur sa décision. Mais ce qu'on voit, c'est que il mord peut-être un peu plus sur l'électorat de la droite traditionnelle que sur l'électorat de Marine Le Pen. Et dans ce sondage-là, Marine Le Pen est quand même à 28%, et donc elle ne souffrirait pas à date de cette éventuelle concurrence. On va conclure, Jérôme Fourquet, vous venez de parler d'archipélisation, vous l'avez théorisé dans un livre sur l'archipel français. Emmanuel Macron pourrait faire campagne sur la France apaisée en parlant de bienveillance. C'est possible sur un terreau d'une France aussi archipélisée que vous l'avez décrite? Mais c'est compliqué, mais il peut faire le pari, il parle souvent de prendre son risque, de parler à cette France qui aspire au rassemblement, qui aspire à une certaine forme de quiétude, qui est sans doute minoritaire dans le pays aujourd'hui, compte tenu de l'état des tensions. Mais encore une fois, dans un paysage fragmenté, à rassembler déjà 25% des voix au premier tour, vous donne accès au second tour, et c'est sans doute la stratégie qui a été retenue. Oui, et qui va donc être mise en œuvre. Merci Jérôme Fourquet. Merci à vous. Merci pour cette analyse ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.